Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. C'est pas une première d'ailleurs à Judaïque FM. Vous étiez venu au micro de Paula Dahlmeier dans le temps. Donc Paulina, re-bienvenue Elisabeth Lévy. Vous êtes la directrice de la rédaction du magazine Causeur. Vous êtes une intervenante aussi sur beaucoup de plateaux de télévision. On va peut-être commencer par une question très simple que beaucoup de nos auditeurs se posent. Vous vous souvenez des déclarations du président de la République Emmanuel Macron lors du 34e dîner du CRIF. Il avait officiellement déclaré que la position de la France, c'était effectivement celle consistant à tenir l'antisionisme pour la forme contemporaine la plus répandue de l'antisémitisme. Est-ce que ça vous avait satisfait? Et quelques mois après, est-ce que vous avez le sentiment que la lutte contre ce véritable fléau, cette véritable lèpre de l'époque, s'est intensifiée et, est satisfaisante? Bon, alors d'abord, nous le savons tous que l'antisionisme, enfin nous le savons tous, probablement les auditeurs de cette radio et dans cette radio, que l'antisionisme cache souvent de l'antisémitisme. Maintenant, je suis pas sûr que l'État doit édicter une règle générale à ce sujet, puisque la frontière entre la critique légitime et la haine est compliquée. Si vous voulez, on peut faire un parallèle avec le débat sur l'islamophobie. La frontière entre la critique légitime de l'islam, même vigoureuse, et la détestation des musulmans, elle n'est pas toujours simple à faire. Et moi, je crois que la liberté doit être la règle et l'interdiction l'exception. Donc, je dis qu'il faut faire attention à ne pas donner le sentiment qu'on voudrait interdire la critique d'Israël. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé que la réponse argumentée était une meilleure réponse que l'interdiction. Donc, d'une façon générale, bien sûr, je suis sensible à cette question de je suis sensible à ce que je dis, à ce que dit le gouvernement en termes de vérité, mais faisons attention, ne transportons pas le combat intellectuel sur un terrain judiciaire en permanence, et par ailleurs, laissons le droit à la libre critique, non seulement d'Israël, mais d'ailleurs du judaïsme, comme théologie et comme religion. Alors, on va y venir justement, Elisabeth Lévy. Vous rendez hommage dans le causeur de ce mois-ci à Philippe Muret, qui a été pour vous vraiment un maître et un mentor à l'égal d'Alain Finkielkraut. Donc le dossier s'appelle Art de destruction massive. Je me souviens, moi, que Philippe Muret était aussi l'inventeur d'une formule, l'envie du pénal. Vous avez l'impression que un certain nombre de personnes aujourd'hui, face à l'antisémitisme, à sa réalité tellurique, cèdent à cette espèce d'envie du pénal? Oui, alors peut-être pas autant que les féministes, par exemple. Quand Philippe Muret l'écrit, c'est à propos des féministes, il dit qu'elles ont remplacé l'envie du pénis par l'envie du pénal. Il y avait le sens des formules à la fois polémiques et capables de faire. Pénis, c'est Freud, capable de faire ce qu'on n'appelait pas encore le buzz. Voilà, capable de faire mouche en tous les cas, capable d'enfermer, capable, disons, de résumer, de synthétiser un phénomène. Donc je ne suis pas sûr que les juifs soient, les associations juives soient particulièrement judiciarisantes et qu'elles soient particulièrement dans ce registre. Je ne sais pas, il faudrait après regarder point par point. J'ai été dans un domaine un peu sur un front un peu parallèle, tout de même assez choqué par la réaction d'un certain nombre de gens sur la question de Sarah Halimi, sur l'assassinat de Sarah Halimi et sur le fait que ces deux meurtriers sont jugés visiblement irresponsables par la justice, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être jugés. Et est-ce qu'il n'y a pas au fond plusieurs tentatives conjointes, judiciaires ou dans le débat public, au fond, de minimiser la gravité de l'antisémitisme, d'en relativiser la nature, je ne crois pas du tout. d'en relativiser la nature, d'en diluer la nature? Non, je ne crois pas. Je crois que la loi est la même pour tous. Je crois que nous sommes dans un pays civilisé et que, effectivement, dans un pays civilisé, quand les gens, si vous voulez, n'ont pas leur tête, quand les gens ne sont pas maîtres de leur cerveau, en quelque sorte, je cherche le terme juridique, je ne le trouve pas, eh bien, on ne peut pas les juger. Althusser a tué sa femme, vous savez qu'il a été jugé irresponsable pénalement. Ça ne veut pas dire qu'on excuse. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas en état d'être jugé. Elisabeth Lévy, on peut être schizophrène et antisémite. Non mais peut-être il se trouve que c'est pas d'abord la question d'être schizophrène, je ne vais pas porter de diagnostic.
il y a un certain type de diagnostic qui fait, la loi française le dit, vous êtes meurtrier, qui fait que vous n'êtes pas en état d'être jugé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas commis votre acte, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas à la fois dingue et antisémite. Je dis c'est que simplement vous êtes considéré comme pénalement irresponsable. Vous êtes considéré comme pénalement irresponsable et que vous n'êtes pas en état d'être jugé sereinement, d'avoir un procès équitable, en conséquence de quoi, je veux dire, ces mesures de civilisation valent pour tout le monde. Donc, je ne crois pas qu'il faille inférer d'une décision de justice étayée par des expertises, sauf si on m'affirme et qu'on me démontre que ces expertises sont complètement bidonnées par de fiefés antisémites, que on est complaisant avec l'antisémitisme. Soyons clairs, je crois pas que la France soit complaisante avec l'antisémitisme. Peut-être qu'un certain nombre de responsables ne veulent pas toujours le voir là où il est. Ça, c'est tout à fait réel. On a eu beaucoup de mal à voir l'antisémitisme arabo-musulman, qui, je le précise tout de suite, ne concerne évidemment pas l'intégralité des musulmans de notre pays, mais une minorité tout de même suffisamment importante pour que ce soit préoccupant. Eh bien, cet antisémitisme-là, on n'a pas voulu le voir pendant très longtemps parce qu'on préférait cogner sur celui d'extrême droite. C'était plus confortable. Oui, mais quand même aujourd'hui, vous sentez bien que la volonté du législateur, là je pense notamment à la proposition de loi de Sylvain Maillard, se heurte à un certain nombre de résistances. Il y a beaucoup de gens... De laquelle vous parlez, pardon. Il y a beaucoup... Il veut reprendre la définition internationale de l'antisionisme. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui... Écoutez... Non, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont gênés par le fait que, disons, la haine d'Israël apparaisse comme un des ingrédients principaux de l'antisémitisme. Oui, et la reconnaissance officielle de cette réalité se heurte à quand même à un tir de barrage. Vous n'avez pas ce sentiment? Non, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je crois que, justement, dans le mot reconnaissance officielle, c'est officiel qui me pose problème. Je me fous de la reconnaissance officielle, c'est très bien. Quand il y a un attentat, écoutez, le Premier ministre, le président, un ministre va toujours sur les lieux. On ne peut pas dire que l'État soit indifférent à la question de l'antisémitisme, ce serait tout à fait injuste. Je dis simplement que là, on touche à un domaine qui me paraît aussi relevé de la liberté d'expression et que, encore une fois, je préfère combattre cela. Nous ne sommes pas débiles. Je veux dire, nous avons un cerveau pour argumenter, d'accord? Donc, on peut répondre à cet antisionisme, antisémitisme par l'argumentation. On peut le démasquer, on peut le dévoiler, d'accord? Je ne crois pas que notre sort se sera amélioré par de nouveaux interdits. Voilà, qui en plus sont très compliqués à apprécier. À quel moment vous êtes dans la critique légitime, à quel moment vous ne l'êtes plus. Je n'ai pas envie que ça se passe au tribunal, mais je vous dirai ça pour beaucoup d'autres choses. Alors, Elisabeth Lévy, nos auditeurs ont évidemment reconnu l'hétérodoxe que vous êtes souvent, avec ses premières prises de position et analyses. Récemment, à votre place, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui a publié par ailleurs un livre très intéressant sur l'histoire de sa famille, disait « La France aujourd'hui souffre de la multiplication, de la cancérisation des haines ». Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je sais pas, enfin... D'abord, j'emploierai pas la métaphore du cancer. Je sais pas très bien ce qu'elle veut dire dans ce contexte-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle se métastase? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que nous souffrons surtout de la parcellisation des représentations, des imaginaires. En clair, nous ne vivons plus dans le même monde mental. Voilà, il y a des différents de groupes. Alors, on a beaucoup parlé de la sécession des fondamentalistes islamistes, de la sécession culturelle. Donc, vous êtes vous-même très sensible aux arguments développés par le politologue Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Bien sûr, je pense que nous assistons à une archipélisation donc des représentations et à une parcellisation aussi des colères. Nous sommes dans un pays où chacun, si vous voulez, brandit sa susceptibilité, brandit sa colère, veut appartenir à un groupe protégé, si vous voulez, par la loi. Moi, je crois que ça pénalise beaucoup le débat. Ça pénalise que Jacques Julliard rappelait encore la semaine dernière dans le Figaro, dans sa chronique du lundi, la conversation démocratique qui est rendue très difficile. Mais encore une fois, vous savez,
voulez, il faut interdire avec interdire avec beaucoup de prudence. Voilà. Donc oui, bien sûr que nous souffrons aujourd'hui, si vous voulez, du fait que nous avons beaucoup de mal à faire peuple. Nous avons beaucoup de mal à nous reconnaître tous dans une même communauté. Ça, c'est tout à fait, vous avez raison de le dire. Après, quelles sont les solutions pour combattre cette fragmentation? Encore une fois, je ne crois pas que ça va se passer au tribunal. Alors, vous faisiez allusion donc à la dernière chronique de Jacques Julliard dans le Figaro, historien de gauche, qui a porté longtemps les idéaux de la deuxième gauche, rocardienne, social-démocrate. Et il est revenu un peu vers la première, d'ailleurs. Et il écrit, c'est vrai. La gauche laïque, la gauche très républicaine. C'est vrai. Et il écrit donc dans cette chronique, Elisabeth Lévy, qui ne voit que ce qui est en train de se mettre en place autour de l'islam et de la laïcité est gros d'un nouvel épisode de guerre civile avec dès maintenant le coefficient de haine nécessaire à l'embrasement. Et puis ensuite, il y revient plus largement dans sa chronique. Mais sincèrement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de grands esprits aujourd'hui dans la vie intellectuelle française idéalisent ce que fut jadis la conversation civique et son degré de civilité dans la civilisation française? Après tout, les guerres civiles en France ont toujours, en quelque sorte, émaillé l'histoire, ont toujours scandé la conversation civique, c'est pas nouveau. Est-ce que notre situation d'aujourd'hui est non, parce que précisément, je crois qu'aujourd'hui, parce que pour qu'il y ait conversation, il faut qu'on s'entende. Et même en s'engueulant. La conversation peut être vive, elle peut être empreinte parfois de mauvaise foi, il peut même y avoir des invectives, dans les années 30 à l'Assemblée nationale française. Si vous voulez, des députés, Léon Blum ferraillait avec Maurras d'ailleurs, me semble-t-il. Donc, oui, mais justement, c'est de là. Et cette conversation, mais elle existait. Mais c'est de là qu'avaient-ils en commun réellement? Eh bien, justement, ils avaient en commun d'être parlementaires à l'Assemblée française et de se parler malgré tout. Il y avait un républicain et il y avait un ennemi juré de la République. C'est vrai, mais mais malgré tout, si vous voulez, il y avait un cadre dans lequel ils pouvaient se parler et s'entendre. Mais je crois qu'il y a deux choses. Enfin, d'abord, la première, il y a une chose, si vous voulez, qui rend très compliquée cette conversation civique, je m'étends pas parce que vous comprendrez tout de suite, ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Et puis, effectivement, si vous voulez, c'est qu'une conversation, elle doit s'épanouir avec un langage commun. Notre question, c'est est-ce que nous avons encore aujourd'hui un langage commun? Et puisque Jacques Julliard prenait l'exemple de cette discussion sur l'islam, moi, j'ai été très frappé. Je ne suis pas la seule, mais si vous voulez que après mes prises de position sur ces questions-là, contre la manifestation, contre la prétendue islamophobie, j'ai lu ça et là des commentaires, les propos haineux d'Elisabeth Lévy. Personne ne pourrait référer ce terme à un seul de mes propos. Je n'ai jamais tenu des propos haineux. Et je crois que si nous ne sommes pas capables d'entendre la critique et de ne pas immédiatement penser qu'une critique est une insulte, eh bien cette conversation va s'arrêter. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les juifs, ça vaut pour les musulmans, ça vaut pour vous et moi. Merci de ce salutaire rappel. On se retrouve après une courte page de publicité. Elisabeth Lévy, vous êtes toujours à notre micro, Judaïque FM, nous sommes dimanche matin. On se souvient qu'il y a un mois, une petite affaire a défrayé la chronique. C'est la réponse dénuée d'humour de Caroline de Haas à une plaisanterie, une boutade télégénique d'Alain Finkielkraut autour de la question des violences faites aux femmes. Télévisuel, télégénique, je vous laisse la responsabilité. Télévisuel, si vous avez raison. Télévisuel. Disons. Quelle analyse, disons la chroniqueuse, qui essaye de défricher ce qui nous arrive, fait-elle de cet épisode qui a défrayé la chronique pendant plusieurs semaines? Eh bien là, je dirais que c'est à mon avis, ce micro-événement est une des choses les plus graves qui nous soit arrivées. Et j'ajoute juste à votre dossier une deuxième affaire Finkielkraut, beaucoup plus petite, c'est qu'après cette émission, j'ai enregistré pour la web TV que nous avons fondée, qui s'appelle Réac and Roll, l'esprit de l'escalier, que j'ai repris avec Alain Finkielkraut. Et à la fin de cette émission, je lui fais remarquer, je lui dis, cher Alain, quand même, tout de même, vous êtes vraiment
c'est vrai que vous avez été attaqué, mais vous avez été extrêmement défendu par beaucoup de gens. Et il me répond, bien sûr, je vais d'ailleurs me présenter à l'élection présidentielle et je serai élu au premier tour. Eh bien, croyez-le ou pas, nous avons balancé ça en guise de blague sur les réseaux sociaux, croyez-le ou pas, le lendemain, il avait un appel du Parisien lui demandant s'il allait se présenter à l'élection présidentielle. Alors c'est quoi? C'est la mort du second degré, définitive? Alors, il y a eu deux lignes de front. D'abord, c'est la mort du second degré. On nous dit qu'à la télé, le second degré ne passe pas. Et ça, c'est très grave parce que ça veut dire le premier degré, si vous voulez, c'est la parfaite coïncidence entre le référent et le signifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun écart dans lequel la langue puisse introduire de l'ambiguïté, de la distance, de l'ironie, évidemment, de l'écart. C'est-à-dire où on n'est pas complètement collé même à sa propre pensée. Et ça me paraît très important. Mais la deuxième ligne, parce que la deuxième ligne de défense des agresseurs d'Alain Finkielkraut, de ceux qui attaquaient Alain Finkielkraut, a été de dire, bon d'accord, ok, il ne pouvait pas vraiment feindre de croire que Alain Finkielkraut avait dit sérieusement qu'il violait sa femme tous les jours. Caroline Dehaas a feint de le croire. Hein, mais... Oui, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. La deuxième ligne de défense a été, mais on ne rigole pas avec ces choses-là. Or, la même Caroline Dehaas, quelques minutes avant, avait décrété, avec Alain Finkielkraut d'ailleurs, que le sketch que nous connaissons très bien de Pierre Desproges, qui peut sembler assez choquant, puisque il parle de juifs qui étaient allés à Auschwitz parce que c'était gratuit, ou ce genre de blague. Eh bien, elle avait décrété avec Alain Finkielkraut que ce sketch n'était pas antisémite et que, effectivement, Desproges campait un antisémite. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir le contraste entre ces deux traitements. Mais moi je suis là pour le coup très inquiète, car c'est un appauvrissement de la vie et du langage. Pour moi, si vous voulez, on ne peut vraiment pas vivre sans humour. Ça, c'est tout à fait impossible. Ça rend la vie en société possible, agréable, amusante, bien sûr, mais il y a une profondeur de l'humour. Si vous voulez, et l'absence d'humour, à contrario, si vous voulez, le refus de l'humour, on est dans l'univers de la plaisanterie. C'est d'ailleurs ce que m'a dit Alain Finkielkraut. Il m'a dit, c'est la plaisanterie de Kundera sans le communisme. Et là, je pense que c'est réellement très grave et que nous devons nous battre pour refuser ce diktat du premier degré. Alors justement, votre indignation est intacte, votre colère est sainte un peu contre ce diktat du premier degré, pour reprendre votre formule, mais c'est bizarre. Depuis longtemps, quand même, on vous sent moins alerté par les retours à la droite de la droite, si vous voulez, d'une forme de nostalgie de ce qui existait avant le gaullisme. Parce que c'est une réalité. On peut évoquer, par exemple, la récente convention de la droite, dite de la droite, qui rassemblait autour de Marion Maréchal un certain nombre de personnalités françaises. Ces personnalités françaises, pour certaines, je pense notamment au discours d'Éric Zemmour, ont très clairement défini une ligne idéologique qui était en rupture avec ce que la droite a fabriqué idéologiquement avec le gaullisme. Attendez, d'abord, le gaullisme, c'est pas non plus une religion qu'on n'aurait pas le droit de contester. Non. Deuxièmement, mais c'est la reconstruction de la droite française après 1945 sur des bases républicaines. Prêter à Éric Zemmour, franchement, des références des années 30 et alors je sais qu'il a défendu Pétain sur le plan historique, mais prêter à Éric Zemmour, si vous voulez, de baigner dans l'esprit des années 30 est tout à fait absurde. On peut contester le diagnostic d'Éric Zemmour. C'est un diagnostic qui pense que la guerre civile est dans le fond la seule issue, si vous voulez, de ce qui est en train de nous arriver. Et moi, je conteste ce diagnostic. Jacques Julliard aussi, d'ailleurs, le conteste. Oui. Hein. Julliard pense qu'il n'y a pas d'irréversibilité. Jean-Pierre Chevènement a parlé de guerre civile dans Le Point il y a 2 mois. Donc, si vous voulez, arrêtons de focaliser sur un discours que moi j'ai critiqué. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une entreprise de destruction de l'homme blanc, si vous voulez. Mais par ailleurs, nous avons affaire à un petit courant intellectuel qui n'est pas non plus... Est-il si petit? Oui, je crois qu'il n'est pas, en tous les cas, en termes politiques. Il y a beaucoup de gens qui aiment écouter Éric Zemmour, j'en fais partie d'ailleurs, parce que ça nourrit leur réflexion, ça nourrit des désaccords, mais nous expliquer que maintenant, si vous voulez, il y a un grand danger zemmourien, ça je n'y crois pas. Non, mais disons, ma question portait plutôt sur le caractère éventuellement hémiplégique de vos indignations. Vous vous indignez, à juste raison, contre le féminisme de gauche, d'une gauche radicale, comme celui d'une Caroline Dehaas. On vous sent moins indigné parce qu'il fermente à la droite de la droite. C'est moins dangereux.
dangereux, tout simplement. Et pourquoi? Et pourquoi ça serait moins dangereux? Eh bien, je crois que c'est moins dangereux parce que, excusez-moi, d'un côté, vous avez une église massive, si vous voulez, qui essaye d'embarquer tout le monde. L'église féministe, l'église du néo-féminisme, qui ne supporte pas l'ombre d'un écart. D'un autre côté, vous avez un courant politico-intellectuel qui est tout de même extrêmement minoritaire, y compris à l'intérieur de la droite, y compris même à l'intérieur du populisme, si vous voulez, ou du mouvement populiste, parce que moi, je ne le qualifierais plus le Rassemblement national d'extrême droite, donc c'est pour ça que je fais des circonvolutions sémantiques. Nous n'avons pas affaire du tout, si vous voulez, à la même massivité. Et qui vous dit que parfois, en France, dans l'histoire de la France, les contre-révolutions ne commencent pas dans une cabine téléphonique et puis après s'étendent. Et d'accord, et alors donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois leur dire de se taire? Moi, je pense que dans ce que dit Éric Zemmour, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être entendues. Beaucoup de choses méritent d'être contestées, mais beaucoup de choses méritent d'être entendues. Eh bien, je préfère un monde où il y a Éric Zemmour et où on peut lui répondre qu'un monde où il y a Caroline de Haas et où on n'a pas le droit de lui répondre. Voilà. Je peux répondre à Éric Zemmour. Il fait partie, effectivement, du paysage idéologico-politique. Pour ma part, j'ai d'énormes désaccords, notamment sur la question de Pétain et de son rôle dans l'histoire de son rôle, disons, dans l'extermination des Juifs de France. Donc là, si vous voulez, je trouve que Zemmour charrie grave, mais je pense qu'il apporte plus au débat, si vous voulez, que quelqu'un comme Caroline de Haas, qui d'abord a pignon sur rue, a pignon dans les ministères, et qui nous empêche de voir le réel. Voilà. Maintenant, si demain, si vous voulez, je constatais que je vois venir de là un extrême danger, un antisémitisme nouveau, des agressions contre les Juifs, excusez-moi, je m'en inquiéterais. Autant entre nous, je ne sache pas que l'on puisse attribuer aux amis d'Éric Zemmour des attentats contre les Juifs en France récemment, si. Qui est l'ennemi aujourd'hui, Elisabeth Lévy, en France? Alors, si on ne veut pas entrer dans la logique de la guerre civile, on peut pas accepter que la question soit posée comme ça. L'ennemi, je dirais que nos adversaires sont ceux qui veulent étouffer la discussion publique, ceux qui veulent étouffer cette conversation civique, cette conversation, encore une fois, je veux dire, nous sommes assez grands pour pouvoir entendre des choses qui nous choquent. Nous avons rendu hommage à nos soldats la semaine dernière, et comme vous le savez, il y a eu une polémique entre Charlie Hebdo et l'armée. Pour moi, Charlie Hebdo et l'armée, ce sont deux facettes de la France, et il ne faut pas oublier que des journalistes de Charlie Hebdo sont aussi morts pour notre liberté d'expression. Donc, je crois, moi, que ça, c'est fondamental. C'est la seule chose, c'est l'intelligence française, en fait, qui va nous permettre d'affronter cela. Donc, je ne dirais pas ennemi, parce que je crois qu'il ne faut pas importer les termes de la guerre dans le débat public, qui est déjà assez difficile. Ça fait trop Carl Schmitt? Oui, nous sommes, je veux dire, moi je parle d'adversaire, je ne veux pas considérer que je suis en guerre, ce que je veux c'est que le désaccord puisse rester civilisé. Et ce qui nous empêche de le faire, c'est les anathèmes, les exclusions, les oukases. Si vous voulez engueuler Éric Zemmour, invitez-le, engueulez-le, je vous assure que ça fera avancer plus le débat que d'essayer de le faire taire. Elisabeth Lévy, vous avez été longtemps très proche intellectuellement de Jean-Pierre Chevènement, vous y faisiez référence d'ailleurs. Oui, j'ai participé à sa campagne en 2002. Alors on peut dire que historiquement, un des soucis de Jean-Pierre Chevènement a été de rassembler les républicains des deux rives. Aujourd'hui, un mouvement nouveau qui s'appelle le Printemps républicain s'apprête au fond à rééditer cette opération consistant à conjoindre à distance les républicains de droite et les républicains sociodémocrates. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît, au fond, aller dans le sens des idées que vous avez toujours défendues? Alors, dans le sens des idées, oui, les républicains des deux rives, pourquoi pas. Je suis devenu probablement plus libéral sur le plan économique que je ne l'étais à l'époque, et je ne validerai pas aujourd'hui l'intégralité du discours de Jean-Pierre Chevènement. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas sûr que la République, je suis pas sûr qu'elle répondait à nos problèmes en 2002 quand on faisait campagne, ou à tous nos problèmes. Je suis pas sûr que le mot République aujourd'hui nous aide tant que cela, et j'en suis bien malheureuse. Eh bien, parce que je crois que
la désintégration de la société a avancé entre-temps, et que dans beaucoup d'endroits, si vous voulez, la République a été mise en danger par un multiculturalisme que personne n'a demandé en France, en réalité. En tous les cas, pas l'intégralité des Français réunis dans le corps électoral. Donc, on nous impose une sorte de multiculturalisme qui, à mon avis, n'est pas du tout bon pour la République. Alors maintenant, les Républicains des deux rives, très bien. Sauf que je crois qu'il faut faire attention à ne pas se contenter du catéchisme républicain. Et l'autre chose, c'est que je crois que je ne suis pas sûr que dans la recomposition telle qu'elle a été initiée par Macron, ce soit, disons, aujourd'hui, le bon mantra. En plus, le printemps républicain, nous savons, est plutôt né à gauche. Mais maintenant, ce sont effectivement des gens, moi je défendrai toujours des gens qui défendent effectivement une France laïque, républicaine. Nous ne sommes, je veux dire, c'est simplement peut-être pour moi un message peut-être trop banal pour être opérant aujourd'hui. Personne n'est enfin personne. On a 20 secondes. On a 20 secondes. Ça serait quoi le message moins banal qu'il faudrait développer? Non, je ne sais pas. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement, je ne suis pas sûr que rééditer l'entreprise qui n'a pas marché en 2002 aujourd'hui, je ne sais pas si ça va nous aider. Encore une fois, nous, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire? Du travail intellectuel, du travail de dévoilement et du travail de dialogue le plus possible avec des gens avec qui nous avons des désaccords profonds. Voilà, mais je salue néanmoins tout le travail de Laurent Bouvet, qui a fait un très bon travail d'agit-prop, je dirais, un très bon travail idéologique, et qui a remis dans le débat, effectivement, cette question de la laïcité. Encore une fois, je pense à nos soldats qui sont morts au Mali, je pense aux journalistes de Charlie Hebdo, et je me dis que dans le fond, ils défendaient aussi cette France-là. Voilà. Elisabeth Lévy, merci beaucoup, bon dimanche et merci d'être venue à Judaïque FM. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.